Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de l'ASGO. Merci d'être connectés nombreux d'ores et déjà à cette diffusion. Donc une édition du 5 novembre 2020, évidemment un peu spécifique puisqu'elle est en fonction des consignes sanitaires. Voilà, donc c'est une première pour l'ASGO de faire une diffusion totalement digitalisée. Nous espérons d'ailleurs bientôt vous retrouver ici même dans cette salle pour de prochaines éditions. Mais d'ores et déjà, voilà, nous sommes dans une configuration totalement digitale. Sans plus attendre, j'accueille notre président Marc Maouche. Bonjour Marc. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier. L'idée maintenant, c'est de vous rappeler assez rapidement ce que c'est que l'ASGO et puis de définir ce qu'est l'actionnariat salarié en général, mais en particulier dans le groupe Orange, et les différentes actions qui permettent d'asseoir à la fois sa représentation et puis sa défense. Donc, qu'est-ce que c'est que l'association ASGO? C'est l'association des actionnaires salariés du groupe Orange. Quelle est sa mission? C'est représenter les intérêts des actionnaires salariés des entreprises cotées du groupe Orange, donc ça ne se réduit pas à l'entreprise Orange SA, hein. Toutes les autres entreprises cotées peuvent être concernées. Nous avons des adhérents dans d'autres entreprises cotées du groupe. Et nous représentons en fait ces intérêts auprès de la direction générale du groupe ou des pouvoirs publics, soit directement en tant qu'ASGO, soit à travers la fédération des actionnaires salariés à laquelle nous contribuons, puisque nous sommes dans les membres fondateurs de cette association. Donc notre mission est aussi de contribuer à l'information et au développement des connaissances des salariés et anciens salariés dans le domaine de l'actionnariat salarié. Donc on fait un certain nombre d'interventions et aujourd'hui, typiquement, c'en est une, puisque l'Institut Molinari aura l'occasion de donner à voir et à comprendre un certain nombre de dispositifs du partage de la valeur, par exemple. Et puis, c'est soutenir, donc là c'est plus politique vis-à-vis de l'entreprise, soutenir le développement de l'actionnariat salarié au sein du groupe Orange, puisqu'on considère que l'actionnariat salarié a de nombreuses vertus. On sait que les entreprises qui ont un actionnariat salarié fort ont des résultats économiques meilleurs et généralement un bilan social amélioré. Et donc nous considérons que ça fait partie des sujets principaux qu'on a chez Orange. Olivier, si tu veux bien. Alors, comment on définit l'actionnariat salarié? Alors c'est quelque chose d'assez simple d'un point de vue théorique. Il y a des dispositifs législatifs, en particulier le Code e-commerce, qui précise ce qu'est un actionnaire salarié. Donc c'est quelqu'un qui est connu par l'entreprise en tant que salarié ou ancien salarié, et qui a, par exemple, acheté des actions dans un dispositif au nominatif géré pour le compte de l'entreprise par une banque dédiée. Donc c'est pas les actions qu'on peut avoir dans un PEA, c'est des actions qui sont gérées plus directement que ça. Et puis vous avez ce qu'on appelle les fonds communs de placement, qui sont là des investissements en part du fonds commun de placement et qui sont assimilés à l'actionnariat salarié quand le fonds commun de placement est investi uniquement en action de l'entreprise du salarié. Donc c'est le cas chez Orange. Et donc, je vous décris là assez rapidement les trois dispositifs qui regroupent l'actionnariat salarié. Donc il n'est pas à confondre avec l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est grosso modo, c'est l'argent qui arrive. C'est une des parties de l'argent qui arrive, mais après, il faut la placer sur un support et que ça devient parfois de l'actionnariat salarié ou soit de l'épargne salariale, simplement. Et donc, chez Orange, il y a 120 296 personnes actives ou retraitées qui sont porteurs, titulaires, propriétaires d'actions Orange et qui sont gérées au nominatif par la BNP Paribas pour le compte d'Orange. Et ça représente 12,8 millions d'actions. Ensuite, vous avez, qui est le plus fort en fait et le plus important, qui est le fonds commun de placement Orange Actions, dans lequel vous n'avez que des salariés français qui ont pu souscrire à ces actions. Vous avez là 129 000 personnes, actives ou retraitées. D'ailleurs, parmi les 129 000, vous en avez 56 000 qui sont des salariés retraités ou anciens salariés. Et là, ça représente 145,8 millions d'actions. Donc vous voyez que ça pèse beaucoup plus en termes de volume d'actions et en termes de valeur. D'ailleurs, ça représente 1,2 milliard d'euros aujourd'hui au cours d'hier.
Vous imaginez bien que ce chiffre-là évolue en fonction de la valeur du cours, puisque les parts, on tente de faire calculer les parts en fonction du nombre d'actions et de la valeur de l'action. Voilà. Et puis vous avez un troisième fonds, qui est le fonds commun de placement Orange Ambition Internationale, qui est lui réservé aux collègues qui travaillent hors de France et qui ont pu souscrire à certaines opérations ou certaines ORP. Là, ça représente 1750 personnes et ça représente 0,3 million d'actions pour le groupe. Donc vous voyez que c'est un peu moins important, mais ça a vocation à augmenter. Dans les demandes que nous faisons à Lasgo, c'est bien sûr de développer des offres à l'intention à la fois des salariés français, mais aussi des salariés des autres pays. Alors, si je schématise, pour reprendre, donc c'est l'actionnariat salarié, ce sont les personnes qui investissent leur épargne en actions Orange, soit directement à travers les dispositifs proposés par l'entreprise via la BNP, soit dans le FCPE Orange Action ou dans le FCPE Orange Ambition Internationale. Et donc, aujourd'hui, ça représente 5,97% des actions du groupe Orange et ça représente 9,52% des droits de vote en Assemblée Générale. Pour être clair, pourquoi il y a une différence entre le nombre d'actions et le nombre de droits de vote? C'est tout simplement que dans l'entreprise Orange, il y a un dispositif qui permet de faire un vote double pour les actions qui sont détenues depuis plus de 2 ans et connues au nominatif. Donc le fonds commun de placement est placé au nominatif. Les actions gérées par la BNP sont au nominatif. Et donc, quand on les détient depuis plus de 2 ans, à chaque fois qu'on exprime le vote de ces actions, on a 2 points par rapport à une action qui serait plus récente ou alors des actions qui ne seraient pas connues. Et donc, vous voyez que là aussi, ça favorise la fidélité et l'actionnariat fidèle. Et c'est une disposition que nous avions demandé de mettre en œuvre dès que la loi dite Florange a été promulguée et a permis de le faire. Absolument. Et ça, pour l'anecdote, à l'époque, certains représentants d'un très 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 gros actionnaire de référence d'Orange n'étaient pas complètement d'accord, voilà, alors qu'ils l'avaient mis dans la loi. Voilà, alors, quel est le rôle d'un FCPE? Donc, FCPE, je rappelle, Fonds commun de placement d'entreprise. Donc, c'est un rôle qui est fixé dans un règlement. Et ce règlement, en fait, il s'inspire pour l'essentiel du règlement type qui est édité par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Et il donne des missions assez simples, en fait. Au FCPE, il ne faut pas lui donner plus de rôle que le rôle qu'il a. C'est surveiller l'action du gestionnaire de compte. Le gestionnaire du compte, aujourd'hui, c'est Amundi. C'est éventuellement dire, monsieur, madame Amundi, votre travail n'est pas bon, on demande à l'entreprise de renégocier un contrat avec quelqu'un d'autre, mais pas nécessairement avec vous. C'est valider les comptes de ce FCPE, parce qu'il y a des entrées-sorties, puisque vous savez que chacun a le droit de récupérer son argent à un certain moment, donc soit des événements de la vie, soit après les dates limites de blocage de 5 ans. Et donc, il y a une gestion d'entrée et de sortie, et puis il y a des opérations d'investissement qui sont faites quand les collègues placent l'investissement ou la participation. Donc ça fait une comptabilité du fonds commun de placement, et cette comptabilité, bien sûr, tous les ans, il faut la valider et la suivre et surveiller ainsi le travail fait par Amundi. Ensuite, et ça c'est une des spécificités du fonds Orange Action, par exemple, ou du fonds Orange Ambition Internationale, c'est de représenter les porteurs de parts à l'Assemblée Générale des actionnaires. Et là, c'est très très important, puisque la loi permet 2 choses. Soit de prévoir un règlement où chacun des porteurs de parts exprime tout seul ses droits en tant qu'actionnaire salarié en Assemblée Générale, soit de prévoir dans le règlement que c'est le conseil de surveillance du fonds commun de placement qui assure ce rôle. Et c'est là que le rôle du conseil de surveillance et du fonds commun de placement change de dimension et devient un des outils de gouvernance de l'entreprise, et où son rôle est important puisqu'il va voter pour ou contre les résolutions présentées par la direction, mais il va aussi pouvoir proposer des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, et compte tenu du poids du FCPE Orange Action, par exemple, même proposer des résolutions à l'Assemblée Générale. Et donc vous voyez bien que c'est très important que la gouvernance dans ce fonds, le conseil de surveillance, j'y reviendrai tout à l'heure, soit pas à la main de gens qui n'ont pas nécessairement pour intérêt premier la défense des actionnaires salariés, mais peut-être d'autres intérêts qui peuvent ne pas être complètement alignés. Et donc, ça, c'est un des points les plus importants. Le deuxième point spécifique
et encore plus spécifique à Orange, c'est le fait que, depuis maintenant un an et demi, le représentant des actionnaires salariés au conseil d'administration d'Orange, donc qui est présidé par Stéphane Richard, le conseil d'administration, cet administrateur est désigné après un système de vote global, mais qui finalement, au final du vote de chacun des actionnaires salariés, c'est le conseil de surveillance du fonds commun de placement qui finalement emporte la décision principale, puisque comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, le poids avec 148 millions d'actions est bien supérieur à un fois 12 millions d'actions d'un côté et 300 000 de l'autre. Donc vous voyez bien que la force de ce conseil de surveillance va jusqu'à désigner le représentant des actionnaires salariés au sein du conseil de surveillance. Et ça, il le fait, il faut espérer, en représentant l'élection individuelle qui a été faite. Vous avez voté en janvier pour ça, pour certains d'entre vous. Mais vous avez pu remarquer, pour ceux qui sont retraités et qui sont actionnaires salariés d'Orange, que vous n'avez pas eu le droit de voter. Voilà, parce que la décision de certains syndicats, et c'est normal, les syndicats, leur mission principale, c'est de défendre d'abord les salariés, pas les anciens salariés. Donc c'est assez logique qu'ils aient réclamé et obtenu de la direction que les retraités ne puissent pas voter. Nous, à Lasgo, on trouve ça logique, dans le raisonnement des actionnaires salariés, syndiqués. Pour les actionnaires salariés, en général, syndiqués ou pas, ça nous semble un peu étrange qu'on utilise notre argent pour avoir le droit d'avoir un représentant, parce que pour avoir un représentant au conseil d'administration d'Orange, ça c'est spécifique dans la loi, il faut avoir 3% du capital détenu par les actionnaires salariés. Et quand on regarde les 5,97% dont je parlais tout à l'heure, il y en a la moitié, quasiment, qui sont détenus par les anciens salariés. Donc si j'enlève cette moitié, je suis un peu en dessous de 6, je divise par 2, je suis en dessous de 3. Et donc il n'y a plus l'obligation d'avoir un siège d'administrateur au sein du conseil d'administration. D'administrateur représentant les actionnaires salariés. Donc voilà, donc on a l'impression quand même que ce dispositif qui a été mis en place au bénéfice des syndicats enlève aux retraités et anciens salariés un droit d'expression, mais surtout, on prend votre argent, mais votre expression, votre avis, votre démocratie, j'en veux pas. Soyez passifs et ça ira très bien. Donc nous, on considère que tous ceux qui investissent, qu'ils soient actifs ou retraités, doivent avoir les mêmes droits et donc ça ne nous satisfait pas. Voilà, un dernier sujet qui est donc presque plus d'actualité, c'est ce fameux conseil de surveillance et sa composition, puisque là, c'est le règlement qui fixe les grands principes, mais après, dans chaque entreprise, ce conseil de surveillance a un règlement qui lui est propre, et donc le nombre de membres est précisé par son propre règlement. Il faut savoir qu'il y a eu un changement par la loi Pacte qui a imposé finalement une sorte de transposition d'une directive européenne qui date de 2007. Cette directive européenne, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait que dans les fonds communs de placement, elle trouvait étrange qu'il puisse y avoir dans ces conseils de surveillance à la fois des représentants des syndicats, à la fois des représentants des entreprises, pour défendre les intérêts des porteurs de parts qui eux-mêmes ne sont pas représentés directement. Et elle disait en substance, il y a conflit d'intérêts ou risque de conflit d'intérêts, puisque la direction comme les syndicats peuvent avoir des intérêts qui sont divergents au moment d'une prise d'une décision de l'intérêt de l'actionnaire salarié ou du porteur de parts. Donc nous, c'est pour ça qu'on avait milité depuis des années pour qu'il y ait une élection, et c'est pour ça que pendant les débats sur la loi Pacte avec notre fédération La Face, on avait fortement insisté pour essayer de remettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que personne n'ait le droit de désigner des membres s'il n'est pas passé par l'élection des porteurs de parts, et que c'est les porteurs de parts qui décident de qui sont leurs représentants. Et c'est ça qui est mis en place chez Orange à partir de janvier, avec cette élection qui va avoir lieu du 30 novembre au 4 décembre prochain par Internet, et qui permettra aux actifs comme aux retraités de voter. Le nombre de sièges à pourvoir, c'est 24, 12 titulaires, 12 suppléants pour les représentants des porteurs de parts. L'entreprise a décidé une chose assez particulière aussi, c'est je mets des représentants, 4 titulaires, 4 suppléants, mais en même temps, la direction dit « je ne voterai pas ». Alors que là aussi, c'est une particularité chez Orange, la loi française, à travers la loi Pacte, dit aux entreprises « vous pouvez désigner ». Je vous rappelle que c'est quand même porteur de risque de conflit d'intérêts vu de la Commission européenne. Mais vous n'avez pas le droit de voter quand ça concerne les résolutions de l'Assemblée générale. Et donc ce que font les autres entreprises, c'est que les gens qui siègent pour les directions font toutes les opérations courantes de gestion en participant,
Mais au moment où il y a une assemblée générale, là, elle ne participe pas. Et là, ce qui est paradoxal, c'est que chez Orange, le choix, c'était de dire on siège, mais on ne vote jamais. Voilà. Alors, c'est pas très grave, fondamentalement parlant. Le plus important, c'est qu'on ait une vraie démocratie qui soit mise en place et que ce soit vraiment les porteurs de parts qui décident de qui va les représenter. Et donc, scrutin du 30 novembre au 4 décembre prochain par Internet pour tout le monde. Alors, tout à l'heure, je vous disais, dans nos missions, on veut développer l'actionnariat salarié. Alors pour ça, il y a des raisons. Je ne souhaite pas développer l'actionnariat salarié pour le plaisir de l'actionnariat salarié. Ça n'a pas de fin en soi en tant que tel. C'est un objectif social et c'est un objectif économique. Et donc, pourquoi veut-on développer l'actionnariat salarié ? C'est pour maximiser... Oh, pardon, je vais dire autrement. Pourquoi ? C'est pour pouvoir garantir aux salariés que l'entreprise prend en considération en même temps les sujets économiques immédiats, les sujets économiques de long terme sur l'avenir de l'entreprise, et peut-être l'ensemble de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, il y a le concept des raisons d'être qui est arrivé. C'est cet objectif-là qu'on vise avec l'actionnariat salarié, puisque plus on développe l'actionnariat salarié, moins on oppose les salaires et l'actionnariat, dit dans d'autres langages historiques, le capital du prolétariat. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de rapprocher tout le monde et de travailler tout le monde sur la même ligne de crête en espérant qu'à force de marcher sur cette ligne de crête tous ensemble, ça soit une vraie route de plus en plus large et que ça puisse être un bel endroit d'expression positif pour tout le monde. Et donc, chez Orange, en fait, on fait des propositions pour que cet actionnariat salarié se développe. C'est des offres réservées au personnel, autrement dit les ORP. Ça se concrétise assez simplement. C'est l'entreprise qui finance une partie, le salarié qui finance l'autre partie de l'investissement qui sera placé dans le fonds commun de placement. La loi Pacte permet des réductions sur le prix de l'action, ce qu'on appelle une décote. Et ces décotes, si le salarié s'engage à garder les actions au moins 10 ans avant de les vendre, alors bien sûr, il y a toujours des droits particuliers pour sortir s'il y a un événement familial important, on peut avoir des décotes jusqu'à 40%. Avant, c'était 20%. Alors avant, c'était 20% pour 5 ans. Maintenant, c'est 40% pour 10 ans. Mais quand on regarde chez Orange, la durée de conservation moyenne des porteurs de parts, elle est quasiment de la carrière. Donc, sauf incident particulier dans la carrière, les gens gardent leur argent longtemps. Et pour les retraités qui nous écoutent, les retraités qui nous écoutent, c'est qu'ils ont aussi gardé leur argent. Et alors qu'elle est disponible, ils n'ont pas vendu. Et ça, même quand le cours était de meilleur niveau. Donc on voit bien qu'il y a une fidélité à l'entreprise, et on voit bien que cet affectio societatis, via l'actionnariat salarié, il permet de sécuriser une partie des ressources de l'entreprise, et donc avoir une gestion plus père de famille de l'entreprise. Voilà. Deuxième chose que l'entreprise peut financer, c'est des abondements. En clair, j'achète une action qui vaut 10, j'ai 40% de réduction, donc je la paye finalement que 60, mais en plus l'entreprise peut, pour chaque action achetée, m'en donner une, ou au bout de 100 actions achetées, m'en donner que 50, ce qui permettrait, si je fais 1 pour 1 au début, et puis peut-être 1 pour 2 en abondement après, favoriser les plus petits investissements pour que les salariés qui n'ont pas nécessairement toujours des ressources disponibles au moment où on fait des opérations, d'investir et d'avoir l'abondement de l'entreprise pour prioriser dès le premier euro investi. Il y a une autre méthode pour favoriser l'investissement des salariés sans que ça prenne trop de risques, c'est d'utiliser l'intéressement et la participation. C'est particulièrement vrai pour les salariés français. L'intéressement et la participation qui arrive en mars-avril sur les comptes qui sont placés pour l'essentiel de nos collègues. Cet investissement-là, aujourd'hui, dans le meilleur des cas, il a 500 € ou 600 € de soutien par l'entreprise en termes d'abondement. Là, s'il est utilisé pour faire un effet de levier sur une ORP, ça permettrait d'avoir, pour le même investissement, donc quasiment sans décaisser d'argent dans la trésorerie du collègue concerné, ça permet de faire un effet de levier important. Et puis ça permet aussi de donner une récurrence tous les ans sur ce genre de choses. Alors maintenant, je reviens plus précisément sur la raison pour laquelle on vise, nous, un 10% de détention du capital par les salariés, et pas simplement les 10% de droits de vote comme on les a quasiment aujourd'hui. Si on vise 10% de détention, c'est qu'on se dit qu'avec 10% de détention, on va arriver à quasiment 20% de droits de vote, et là, toutes les décisions
qui passent en assemblée générale, qu'elles soient ordinaires, mais surtout les extraordinaires, qui nécessitent les 2/3 de vote positif pour que la résolution passe, elles ne pourront passer que si les actionnaires salariés sont d'accord. Et ça s'exprime à travers le rôle du fonds commun de placement aussi, d'où l'importance de son fonds commun de placement et de l'élection au conseil de surveillance du 30 novembre prochain. Ça a vocation, typiquement, c'est le sujet qu'on connaît le plus, c'est d'éviter les offres publiques d'achat inamicales, celles qui attaquent l'entreprise, comme ça peut arriver parfois quand l'entreprise est un peu fragilisée. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est que dans le cas où l'entreprise voudrait chercher des fonds pour développer les capitaux propres de certaines des entreprises filiales du groupe, en les cotant par exemple, ou même sans les coter, d'ailleurs c'est un dispositif possible même si elles ne sont pas cotées, c'est de permettre l'ouverture du capital aux salariés de ces filiales bien sûr, mais aux salariés du groupe, avec des dispositifs similaires à ceux que j'ai pu vous décrire pour Orange Action. Et donc ça peut, on a vu la presse parler d'un sujet il n'y a pas si longtemps ça, alors que l'entreprise était en train de le démentir, mais bon, il y a des gens bien informés qui à première vue ont des informations avant que l'entreprise le décide. Donc tout ça pour dire, il peut y avoir des opportunités. Pour les plus anciens d'entre nous, vous connaissez Wanadoo, ça a été un exemple qui aurait pu bien se passer et qui ne s'est pas très bien passé, mais enfin qui a été un exemple quand même d'ouverture du capital de filiale et d'investissement aussi des salariés. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc peut-être qu'on a déjà reçu quelques questions, puisque je vous rappelle que vous aviez la possibilité de poser des questions en ligne par mail. Alors pourquoi on vous a proposé de les envoyer par mail, c'est que si on n'aura peut-être pas le temps de toutes les prendre, et donc c'est de pouvoir vous les envoyer, enfin d'envoyer les réponses ultérieurement. Donc Olivier, Alors oui, d'ores et déjà, une question qui nous arrive. Lasgo peut-elle donner des conseils techniques sur le bon moment pour acheter des actions Orange, Marc ? Alors, assez simplement, Lasgo n'est pas une banque, n'est pas un organisme de conseil. Alors pour ceux qui travaillent en boutique chez Orange ou qui travaillent dans l'activité Orange Bank, vous comprenez parfaitement l'idée qu'il faut avoir une formation spécifique pour avoir le droit à des conseils. Et donc, Lasgo n'a pas cette prétention, n'a pas la volonté de faire ça. Et donc, les réponses que nous donnons sont effectivement d'ordre technique. Mais on ne parle pas d'opportunité, on ne pousse pas à l'achat d'un produit ou l'achat d'une solution. Et donc, on donne des conseils assez génériques et assez théoriques. Et parfois, d'ailleurs, on donne au choix du collègue qui nous appelle les 2 ou 3 solutions possibles. Et c'est à lui ou à elle de comprendre quel est son intérêt. Absolument. Je crois que nous avons également des questions vidéo. Qui nous sont arrivées. Donc le temps qu'elles nous parviennent, c'est les joies du direct et du duplex. Donc merci à tous de nous poser les questions par mail. Nous en avons plusieurs qui nous sont parvenues déjà. Encore une fois, on les traitera également a posteriori s'il faut. Est-ce que le conseil de surveillance a le pouvoir d'agir sur le dividende qui est versé aux actionnaires et aux actionnaires salariés? Et comment ce pouvoir s'exerce-t-il? Merci Guy. Je pense que la question a le mérite d'être assez claire. Effectivement, le dividende est un sujet principal puisque c'est une façon de rémunérer l'investissement que chacun d'entre nous peut avoir fait en action Orange. Pour essayer de faire simple, vous avez un lopin de terre, vous avez un agriculteur qui exploite votre lopin de terre que vous avez hérité de vos parents ou grands-parents, ça s'appelle un fermage. Et vous trouvez normal d'avoir un fermage sur un terrain sur lequel vous payez l'impôt, par exemple, typiquement. Et donc là, c'est à peu près du même ressort. C'est quand l'entreprise a les ressources financières qui lui permettent, au vu du résultat de l'année, payer des dividendes, il est normal que l'entreprise paye des dividendes à ses actionnaires. Bien évidemment, ces dividendes ne peuvent être complètement dingues. Il ne faut pas s'endetter pour payer ces dividendes. Et bien évidemment, ils ne doivent pas être en concurrence avec, typiquement, ce qu'on appelle les investissements ou les charges courantes de l'entreprise. Le fonds commun de placement, bien évidemment, il agit sur le dividende, puisqu'il a la possibilité de voter pour ou contre les propositions de l'entreprise, et il a, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de présenter des
propositions de résolution. Donc soit il fait des résolutions directement sur un sujet qui n'a pas été proposé par le conseil d'administration d'entreprise, soit il fait des propositions dites alternatives, donc des propositions d'amendement d'une résolution déjà existante. Et cet amendement, voilà, ça peut être de dire l'entreprise propose 70, le conseil de surveillance dit non, on veut que ça soit 50, et le conseil de surveillance doit présenter à l'Assemblée générale une résolution alternative pour présenter les 50%. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand même, quand on joue à ce petit jeu-là, c'est pas anodin. On a eu l'expérience récente d'une baisse du dividende alors que l'exercice 2019 avait été normal. Et je vous rappelle que le dividende, c'est la rémunération de l'année précédente, hein, pas de l'année à venir. Quand l'entreprise a baissé le dividende pour des raisons de protection vis-à-vis de la situation sanitaire du pays, ce que nous, on a trouvé normal de faire, et il fallait faire attention à le faire, mais il ne fallait pas nécessairement le baisser énormément. Et malgré tout, bien que la baisse ait été raisonnable, on voit bien que le cours en a subi les conséquences, parce que dans les opérateurs de télécom, on a été un des rares à baisser le dividende. Absolument. Voilà. Et donc, ça n'a pas été bien pris. Maintenant, les résultats du T3 et l'annonce qu'a fait Stéphane Richard montrent qu'on est reparti vers un 70 centimes. Et je pense que l'ASGO soutiendra lors du vote au prochain conseil de surveillance l'année prochaine, parce que vous nous aurez suffisamment soutenus pour avoir des voix. Eh bien, nous serons favorables aux 70 centimes. Voilà. Il y a peut-être une autre question ? Je crois que nous avons une autre question également. Merci Guy pour cette première question. Cher président de l'ASGO, à quand une nouvelle opération en faveur des salariés ? La période peut faire peur, c'est certain, mais en même temps, n'y a-t-il pas une réelle opportunité de renforcer la place des salariés au sein du groupe et peut-être à terme de se faire un petit peu plus d'argent, surtout si nous bénéficions comme d'habitude de l'abondement, de la décote ou des actions gratuites ? Merci Catherine, bonjour à toi. Alors, à quand une ORP ? Ça, c'est les questions que je pose assez régulièrement à Stéphane Richard, à Ramon Fernandez et à toute l'équipe du COMEX. J'ai d'ailleurs encore récemment écrit à Stéphane Richard un certain nombre de propositions au nom de l'ASGO, de façon à ce qu'on puisse travailler sur le fond de ce sujet. C'est un sujet qui avance douloureusement, puisqu'il faut trouver les opportunités financières et les capacités financières pour le groupe. On n'a pas de réponse aujourd'hui. La question reste posée et on sait que Stéphane Richard et l'ensemble de son équipe y travaillent, mais on n'a pas de réponse aujourd'hui opérationnelle. Et si je pouvais parler de Noël déjà par anticipation ou faire ma liste de cadeaux de Noël, je pense que j'aurais tendance à mettre dans la liste une ORP pour l'année prochaine. Ça serait bien. Et je remercie les collègues de la DRA qui travaillent dessus, ou qui travailleraient dessus, et qui sont peut-être à l'écoute d'ailleurs, du travail qu'ils font. Et merci à eux, effectivement, un beau cadeau de Noël. Une troisième question venant de Renan Lelgouache, me semble-t-il. Alors, l'ASGO et ses partenaires, l'ACCED, la FAS, l'ACR, ont pour ambition de porter l'actionnariat salarié jusqu'à 10%, voire au-delà. La question qu'on se pose, c'est peut-on peser sur les décisions d'une assemblée générale avec ce pourcentage et nous protège-t-il réellement des opérations hostiles qui pourraient se présenter ? Alors Renan, merci, bonjour à toi. Alors j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, je vais essayer de le redire avec des mots un peu différents. On sait que dans une entreprise, le management, la direction est choisi par les actionnaire. Un certain nombre d'orientations sont votées en assemblée générale et le président, le directeur général, le COMEX présente en assemblée générale sa politique et ses ambitions. Le fait d'avoir au moins 10% du capital détenu par l'entreprise, avec les droits de vote que j'ai exprimés tout à l'heure pour le cas particulier des statuts d'Orange, ça nous permet en fait d'être quasiment le co-instructeur de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un poids qui serait similaire à la BPI, on aurait un poids qui serait très important. Et donc, bien évidemment, les actionnaires salariés seraient mieux écoutés sur la stratégie de l'entreprise. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais peut-être que
les propositions qui seraient faites par les actionnaires salariés seraient plus facilement entendables. Et puis, je le disais tout à l'heure, il y a le sujet des OPA ou des grands changements qu'il peut y avoir, les mouvements capitalistiques d'ampleur. Plus l'actionnariat salarié est fort, et plus on l'écoute, et plus on lui présente les projets. Et donc, ça permet d'influencer sur l'avenir de l'entreprise, clairement. Je peux vous assurer que je ne cherche pas à ce qu'on fasse 100%, hein, mais quand vous êtes dans une SCOP, une société coopérative où les salariés détiennent l'ensemble des actions de l'entreprise, les décisions, elles ne sont pas prises contre l'intérêt des salariés. Eh bien, merci Marc et Renan. Je crois une question supplémentaire de Jean-Luc Burguin, toujours enregistré. Non, en direct. Alors, j'ai une question sur le conseil de surveillance du fonds commun de placement. Pour la première fois, les dizaines de milliers de retraités vont pouvoir voter pour constituer le conseil de surveillance de ce fonds commun de placement. Ils n'ont pas pu voter au conseil d'administration pour élire l'administrateur représentant les actionnaires salariés. Pourquoi 2 poids 2 mesures et quand pourront-ils aussi participer à l'élection de l'administrateur? Merci. Merci Jean-Luc. Salut l'ami, comme on dit souvent entre nous quand on a la chance de se voir. Cette année, ça a été un peu dur de se voir physiquement, mais en tout cas, on a pu se voir et s'entendre au téléphone. C'est une question importante. Les retraités, je l'ai dit, c'est 43% de l'épargne salariée, enfin, de l'actionnariat salarié au sein du fonds commun de placement. C'est un investissement important, c'est un investissement clairement orienté fidélité. Les salariés, les retraités peuvent tous libérer et vendre leurs actions s'ils le souhaitent. Pour autant, ils ne le font pas. Ils sont d'une très très grande fidélité de l'entreprise. Et que recherche normalement une entreprise? C'est la fidélité de son actionnariat. Et donc, les retraités, c'est hyper important. Et là, les retraités ont enfin l'occasion, du 30 novembre au 4 décembre, de voter et de s'exprimer pour désigner les représentants du conseil de surveillance. Bien évidemment, c'est ouvert aux actifs. Bien évidemment, il n'est pas question d'opposer les retraités et les actifs. En revanche, il est question pour nous, l'ASGO, que les mêmes droits produisant les mêmes effets, il est absolument inique de dire aux retraités « on prend votre argent, mais on ne veut pas l'expression de votre avis ». Donc oui, les retraités, merci Jean-Luc pour cette question. C'est important et c'est essentiel même pour l'actionnariat salarié et la représentation de l'actionnariat salarié au sein du groupe Orange. Et moi, je ne peux que remercier tous les collègues qui sont déjà retraités, puis les quelques-uns qui vont l'être dans les prochains mois et prochaines années. Eh bien, merci. Encore une fois, les questions que nous avons reçues et qui sont nombreuses seront traitées également ultérieurement. Donc, on reviendra vers vous pour les questions et les réponses à ces questions. Nous en avons aussi de nombreuses qui arrivent sur les sujets suivants. Voilà, donc Marc, voilà, on a fait tout le tour des éléments que nous voulions vous transmettre concernant notre action au sein du fonds commun de placement Orange. Voilà, et puis vous avez vu toutes les leviers pour pouvoir développer l'actionnariat salarié. Nous comptons aussi sur vous qui nous écoutez pour aller diffuser ces informations et autour de vous pouvoir expliquer quelle est l'action de l'ASGO et venir nous rejoindre, nous solliciter, poser les questions. Nous sommes aussi là pour ça. Maintenant... Oui, alors maintenant, il m'appartient de vous donner une nouvelle que chacun appréciera comme il l'entend et comme il le sent. Je sais que beaucoup d'entre vous participaient à cet événement parce que vous attendiez à 17h l'arrivée de Stéphane. Il trouve que Stéphane Richard et son cabinet sont rentrés en contact avec moi hier soir pour dire qu'il y avait un problème d'agenda pour aujourd'hui et qui ne permettait pas à Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Pour autant, il a fait hier soir une vidéo qu'on vous propose de vous présenter, puisque c'est la première fois en fait, qu'il ne pourra pas assister à une assemblée générale de l'ASGO. Et je pense, si je regarde le SMS qu'il m'a envoyé encore ce matin pour nous souhaiter à tous une bonne réunion,
Voilà, donc je vous propose d'écouter Stéphane qui s'exprime comme il le fait habituellement aux assemblées générales de l'ASGO. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette bien évidemment de ne pouvoir être physiquement avec vous comme nous l'avions prévu, et j'espère que vous-même et vos proches vous portez bien dans ce contexte si particulier. Pour introduire l'Assemblée générale de l'ASGO, je voudrais vous adresser un message de confiance. Certes, en ces temps troublés, les motifs d'inquiétude sont nombreux. La crise sanitaire s'est muée en une crise économique mondiale qui ne manque d'affecter le groupe, même si le secteur des télécoms n'est pas le plus exposé. Les tensions géopolitiques, en particulier entre les États-Unis et la Chine, déstabilisent notre supply chain. Les grands opérateurs européens font tous l'objet d'une désaffection préoccupante des investisseurs sur fond de pression réglementaire. Et à cela s'ajoutent des préoccupations sociétales, notamment autour de la 5G, auxquelles nous ne pouvons rester insensibles. Pourtant, c'est bien un message de confiance que je souhaite vous adresser aujourd'hui. Confiance parce que depuis le début de la crise, l'engagement des salariés sur le terrain, en boutique ou à distance, est remarquable et nous a permis de traverser cette crise sans rencontrer de réelles difficultés opérationnelles. Confiance parce que je suis convaincu que notre stratégie est la bonne. La crise sanitaire ne fait que conforter la pertinence de nos grandes orientations stratégiques et la demande de nos clients pour une connectivité très haut débit de qualité. J'en veux pour preuve les chiffres records au 3e trimestre sur les ventes fibres en France ou encore la grande satisfaction de tous nos clients qui ont testé la 5G. Confiance, parce qu'après des premières semaines marquées par une relative incertitude qui nous avait conduit à baisser le dividende au mois d'avril, nos résultats financiers et notamment notre génération de cash flow organique sont en ligne avec nos projections. Cela nous permettra de revenir à un dividende à 70 centimes par action. Confiance, parce qu'après des mois difficiles en bourse, le regard des investisseurs sur Orange commence à changer, comme s'ils prenaient soudainement conscience de la sous-valorisation de notre entreprise. Le titre Orange a ainsi clôturé en hausse de 6,1% après la publication de nos résultats trimestriels la semaine dernière. Confiance enfin, parce que le groupe peut compter sur un actionnariat salarié fort. Vous connaissez mon engagement en faveur de l'actionnariat salarié. Il reste entier, car plus que jamais, c'est un gage de résilience pour un groupe comme le nôtre. Alors prenez soin de vous et de vos proches, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver très bientôt physiquement. Bien, alors merci Stéphane Richard de nous avoir transmis ce mot. Évidemment, nous espérons se retrouver prochainement en physique, comme vous nous l'avez dit, lors d'une prochaine édition. Et maintenant, nous recevons Nicolas Marquez. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Vous êtes économiste et vous êtes le directeur général de l'Institut économique Molinari, qui est un think tank, une boîte à idées, en bon français, qui fait de l'analyse des politiques publiques et notamment vous intéressez aux questions de partage de la valeur et de la fiscalité. Et vous avez notamment travaillé sur ces questions de partage de la richesse créées par les entreprises du CAC 40. Et je vous propose tout de suite de nous parler de la contribution sociale et fiscale d'Orange. Merci Olivier. Effectivement, donc l'Institut, comme vous le disiez, on fait l'analyse des politiques publiques. Et il y a un sujet en France qui est très significatif, c'est le partage de la valeur. Les entreprises créent de la richesse. Quelle est cette richesse ? Comment est-elle partagée? Et on est dans un pays traditionnellement relativement inquiet, et donc c'est vraiment un sujet parfois de crispation. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre quelques minutes pour décrire le partage de la valeur. Il y a deux façons de le décrire. Il y a une façon traditionnelle, quand on regarde toutes les entreprises, ça s'appelle le partage de la valeur ajoutée. Et puis il y a une façon plus spécifique qu'on a développée à l'Institut pour regarder les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises du CAC 40, parce qu'il y a un sujet éminemment complexe. Il y a l'actionnaire. Est-ce que l'actionnaire prend une part trop importante du partage de la valeur? C'est un vrai débat en France. Et puis on zoomera sur le cas d'Orange, bien sûr, pour voir quelles sont vos données et qu'en penser. Alors,
Premier sujet, premier constat, en France, on est dans un pays où il y a une inquiétude durable et on pourrait qualifier de façon objective, selon moi, polémique selon certains, de surprenante autour du partage de la valeur ajoutée. On a tous un idéal d'équité. C'est un vocable qu'on conçoit différemment, qui est très subjectif, mais l'idée est simple, et vous la voyez sur vos écrans, puisqu'on n'est pas en face à face, c'est chacun sa part, chacun selon sa contribution. Et dans les faits, on sait tous que ça peut ne pas être le cas. Ce n'est pas le cas partout. Je vous ai mis un petit dessin de Wings qu'on a emprunté, qu'on aime beaucoup. Et vous voyez, on voit ce patron qui est assis derrière. Alors je vous rassure, ah non, ce sont des euros, je croyais que c'était des dollars. Ça pourrait être une entreprise européenne. Alors c'est écrit en français, on dirait que c'est une entreprise belge, pas une entreprise française. Et on voit ce patron qui dit, ben voilà, les résultats sont si merveilleux qu'on va pouvoir féliciter nos salariés et peut-être leur distribuer le moins possible. Et ça transcrit un fond de crainte qui a pu être vrai à certaines époques, qui peut être vrai à certains endroits. Néanmoins, quand on regarde la globalité de l'économie française, quand on regarde le partage de la valeur ajoutée sur les 40 dernières années, là à l'écran vous voyez ce qui se passe depuis 1978, on voit que la part des salariés est très importante, c'est ce qui est en bleu, en bas. Les salariés, les salaires et traitements bruts captent une part très très conséquente, ce sont les salaires bruts. Alors, bien sûr, comme toutes ces séries chiffrées, on peut les regarder différemment. On peut dire en 2019, les salariés perçoivent les 63% du partage de la valeur ajoutée. Si on veut dire que ça se dégrade, on peut regarder par rapport à 81, parce qu'en 81, les salariés percevaient 66% du partage de la valeur ajoutée. Si on veut dire que ça s'améliore, il faut regarder par rapport à 89, parce que 89, c'est le creux, et les salariés percevaient 56% du partage de la valeur ajoutée. Pourquoi c'est important d'ailleurs de voir toujours ces séries quand vous vous posez une question économique, une question de partage, il faut toujours regarder la dynamique, parce qu'on est toujours à risque quand on regarde des séries sans profondeur. Parce que selon le point d'entrée, vous connaissez ça avec l'investissement en actionnariat salarié, selon le point d'entrée, vous avez un partage qui se déforme plus ou moins bien. Si vous comparez vos performances en actionnariat salarié par rapport au pic atteint par le cours de l'action Orange, on va pas bien. Ben voilà. Mais si vous comparez par rapport au creux, c'est différent. Mais c'est pareil dans le terme de partage de la valeur ajoutée. Et moi, en tant qu'économiste, j'ai envie de dire, ce partage, il est très stable. Il est très stable dans le temps. On n'a pas une déformation négative à l'encontre du salarié. Pourquoi ? Parce que l'année 81 que je vous ai mis en exergue, c'est une année particulière, c'est une année de crise. Par rapport aux années normales, le partage de la valeur ajoutée des salariés français est remarquablement stable dans le temps. Après, en grisé, on vous a mis ce qui revient à l'État et aux administrations publiques avec une partie des cotisations sociales patronales. On vous a mis tous les impôts. Les impôts, alors on va en parler, les impôts qui sont prélevés directement sur l'activité de l'entreprise. On a bien sûr soustrait les subventions, parce qu'il y a beaucoup de fiscalité en France, il y a aussi pas mal de subventions, donc il faut toujours regarder le net. Et puis en haut, vous voyez ce qui revient à l'actionnaire. Donc c'est 16%, plutôt qui revient à l'excédent net d'exploitation, donc ça va payer tout. Ça va payer l'actionnaire, bien sûr, mais ça va payer aussi une partie de la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, ça va permettre de réinvestir. Et on voit que c'est très stable. 16%, c'est bel et bien entre les 10% qu'on constatait en 81 et les 21% qu'on constatait en 89. Voilà. Donc dans les faits, on a réellement, et on peut objectivement dire que le partage de la valeur ajoutée est très très stable. Les partenaires sociaux récemment ont fait une grosse œuvre de pédagogie en compilant toute une série de séries chiffrées de l'INSEE, dont celle que je vous présentais tout à l'heure, et il conclut que l'observation des indicateurs macroéconomiques de l'INSEE met en évidence une relative stabilité du partage de la valeur ajoutée entre les bénéficiaires sur une longue période. C'est exactement ce qu'on voit lié précédemment. Il y a des chocs, il y a des périodes de crise, il y a des périodes d'embellie,
Mais il y a bel et bien une relative stabilité du partage de la valeur ajoutée. Alors, pour autant, ce type de travaux, vous voyez toutes les parties prenantes des mémoires, il y avait la CFDT, il y avait le MEDEF, il y avait la CFTC, il y avait l'UDP, il y avait la CFECGC, il y avait la CPME. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça. Mais ça veut dire qu'il y a un faisceau d'indices. Alors, bien sûr, périodiquement, ce faisceau d'indices concordant vers une relative stabilité du partage de la valeur ajoutée est balayé. Là, je vous ai mis une étude qui nous avait fait réagir à l'Institut. C'est une étude d'Oxfam qui dépeignait le CAC 40 de façon très, très caricaturale, selon nous, en disant, voilà, les profits ne sont pas partagés, il y a une explosion de la valeur ajoutée, et l'idée, c'est qu'il y avait des richesses gigantesques qui étaient créées et qui n'étaient pas partagées, qu'elles bénéficiaient avant tout aux actionnaires, avant tout aux dirigeants, plutôt qu'aux salariés ou aux contribuables. Donc nous, ça nous a amené à réfléchir à l'Institut. On fait l'analyse des politiques publiques, on cherche à faire de la pédagogie, et on s'est dit c'est un sujet éminemment complexe. Quand on l'aborde avec la valeur ajoutée, c'est très complexe à comprendre, parce que dans la valeur ajoutée, on ne perçoit pas tout. C'est pas forcément lisible pour le grand public. Et on travaille beaucoup avec des journalistes qui ont ce souhait d'avoir une économie simple, sans être simpliste pour le grand public. Et donc on s'est dit, on va réfléchir à ça, en essayant en plus d'intégrer le fait que le partage de la valeur ajoutée, c'est quelque chose d'éminemment dynamique. Je vais vous poser une question, Olivier, Marc. Vous préférez avoir beaucoup d'une peau de chagrin, d'un gâteau qui se réduit, ou une portion modérée de quelque chose qui augmente? Je pense que la question est vite répondue. La question, elle est simple. C'est je veux la plus grosse part possible du gâteau qui grandit. Voilà. Exactement. Parce qu'on est toujours très gourmand. On est toujours très gourmand, moi aussi. Et c'est ça l'idée, c'est qu'il faut aussi regarder en dynamique, parce que les choses se déforment dans le temps. Alors, on a créé un indicateur qu'on a voulu simple pour regarder ce qui se passe dans une boîte du CAC 40, dans une grosse boîte mondialisée, qui est beaucoup plus complexe que ce que je vous montrais sur le partage de la valeur dans l'économie française. Et notre conclusion, c'est que le partage de la richesse créée par les entreprises est très significatif. On peut pas, si on veut, on peut dire que tout va aux actionnaires, mais c'est un pari osé, voire militant. Je vous explique. Je croyais qu'on allait arrêter là, parce que finalement, vous nous avez donné la réponse. Alors, la réponse, c'est la réponse d'un travail de fond. On a regardé ce qui revient aux salariés dans les entreprises du CAC 40. On a regardé ce qui revient aux États. Et on a regardé ce qui revient aux actionnaires classiques. Et on vous a mis des petits rouages à l'écran parce que tout le monde a besoin de l'autre. On est ravis d'avoir des actionnaires qui permettent d'avoir des entreprises qui se développent, des salaires. On a besoin d'un État parce qu'on a tous besoin de services publics. Et au lieu d'opposer, on a cherché à voir quelles sont les complémentarités. Alors pour les salariés, qu'est-ce qui revient aux salariés? C'est simple. Dans tous les rapports annuels des entreprises, vous trouvez la rubrique dépenses de personnel. Et là, vous avez tout ce qui est salaire, les salaires bruts, vous avez les primes, vous avez la protection sociale. Alors on pourrait se dire la protection sociale, elle ne va pas dans la poche du salarié, mais elle est payée au nom du salarié. Et on a tous besoin d'une protection sociale. On est en période de pandémie. Surtout en ce moment, j'allais dire. Donc on est assez à l'aise avec le fait que la protection sociale, c'est quelque chose qui est payé par l'entreprise au nom du salarié. Et puis il y a tout ce qui est épargne salariale, tout ce qui est actionnariat dont vous avez parlé. Dans certaines entreprises, il y a d'autres choses. Il y a des aspects formation qui sont intégrés dans ces rapports annuels. On a regardé ce qui revient aux États. Alors, pour les entreprises du CAC 40, c'est souvent la France, mais c'est tous les États mondiaux dans lesquels ces entreprises sont implantées. Pour Orange, c'est par exemple ce qui revient en Espagne. Généralement, il y a 3 types de fiscalité. Il y a ce qu'on appelle les impôts de production. On y reviendra. C'est relativement méconnu, mais c'est une fiscalité qui est fondamentale dans des entreprises comme la vôtre, parce que les entreprises sont invitées à contribuer à payer de l'impôt avant même qu'elles fassent des bénéfices. Et ça peut poser problème, notamment en période de crise, puisque cette fiscalité de production, elle ne disparaît pas avec les bénéfices, et elle ne se contracte pas si les bénéfices se contractent. Il y a l'impôt sur les bénéfices, ce qu'on appelle traditionnellement l'impôt sur les sociétés, et puis les entreprises distribuent des dividendes aux actionnaires, et là aussi, il y a un nouveau de la fiscalité. Donc on a regardé l'addition des 3,
strates de fiscalité. Et puis on a regardé ce qui... alors oui, petite joke. Avant de passer aux actionnaires, je vous ai mis un petit personnage dans la case, dans le rouage État, avec ceinture et bretelles. Parce que c'est vrai qu'en France, on a la fiscalité à la fois amont, impôt de production, et aval, sur les bénéfices et sur les dividendes. Et c'est vrai qu'on est dans un cas assez spécifique où on fiscalise plusieurs fois la même assiette fiscale. Parce que finalement, quand vous fiscalisez au stade des impôts de production, vous fiscalisez ce qui permet de produire la richesse. Quand vous fiscalisez au stade de l'impôt sur les bénéfices, vous fiscalisez la richesse produite. Et quand vous fiscalisez sur les dividendes, qui sont une partie des bénéfices, et finalement, vous retaxez 3 fois la même assiette fiscale. C'est pour ça que je me suis permis mon petit jeu de mauvais goût avec notre personnage ceinture et bretelles. C'est très compréhensible. Merci. Ou une autre image. Le gâteau ? Non, le barrage. Revenons sur le gazo. Imaginez, vous voulez faire de l'électricité hydraulique et puis vous faites des barrages. La France, c'est une situation assez atypique. On a les barrages là où le fleuve est grand, à la fin du fleuve, ça c'est normal. Mais on a aussi les barrages en amont, on en a plein. Et imaginez la Seine avec un barrage au plateau de Langres, ça s'appelle l'impôt de production. Et c'est pas forcément productif, parce que si vous réduisez le flot trop tôt, avec trop de couches de fiscalité, à l'embouchure, vous avez moins de choses. Et bien sûr, on a regardé ce qui revient aux actionnaires. Et par rapport à l'étude que je vous mentionnais tout à l'heure, on a regardé bien sûr ce qui revient aux actionnaires nets de fiscalité, puisque les actionnaires ont une fiscalité significative. En actionnariat salarié, on est habitué à avoir une fiscalité relativement favorable, mais l'actionnaire standard, c'est de l'ordre de 30% de fiscalité, donc il faut bien aller bien sûr prendre en compte le fait qu'il y a ce prélèvement. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est des chiffres 2019 que vous voyez à l'écran. En 2019, les salariés des entreprises du CAC 40 ont touché 267 milliards. Les États ont touché 80 milliards. C'est les États au sens strict, c'est hors protection sociale, comme je le disais tout à l'heure. Et les actionnaires ont touché 42 milliards net de fiscalité. Et puis, petite précision, dans cette photo, on a considéré que les actionnaires étatiques étaient des actionnaires comme les autres. D'accord. C'est un choix. Un postulat. C'est un postulat. On a considéré que il y avait des participations, elles évoluaient, et que finalement, l'expérience montrait qu'ils n'étaient pas moins gourmands que les actionnaires traditionnels, voire peut-être à certains moments, les États sont plus exigeants. Et donc, on n'a pas cherché à différencier ça. Voilà. Alors, quand on regarde dans les détails, on s'est appuyé sur les rapports annuels. On a les séquences de dépenses de personnel. L'essentiel, c'est de la dépense traditionnelle. C'est du salaire, c'est de la prime, c'est de la protection sociale. On a une petite partie qui va à l'épargne salariale et l'actionnariat salarié. Vous voyez, pour... en moyenne... C'est bien ce que je disais, il y a du progrès à faire. Voilà, il y a du progrès. Alors, Marc, précisons quand même, pour être exhaustif, que en fait, on est sur un périmètre monde. Et que si on regardait la photo française, elle serait bien déformée, puisqu'en France, on a la chance d'avoir un actionnariat salarié très développé et une épargne salariale très développée. Ce sont des héritages historiques qui participent à réconcilier capital et travail. Et comme vous, je trouve que ce sont des choses qui ont un sens incroyable. On a regardé donc ce qui va aux États. Alors vous voyez, on a bel et bien nos 3 fiscalités. On a 28 milliards en moyenne d'impôts de production par an. C'est très significatif. On n'en parle jamais. On parle souvent de l'impôt sur les sociétés, ça représente 32 milliards. Et la fiscalité sur les dividendes, ça représente 10 milliards. En clair, il n'y aurait pas de dividendes, il n'y aurait pas de fiscalité pour l'État. S'il n'y avait pas ces 10 milliards de dividendes, l'État récupérerait quand même 28 milliards d'impôts de production. Non mais j'entends, mais les 10 milliards qu'il reçoit au titre des dividendes versés, il ne les toucherait pas. Oui. D'accord ? Donc quand on dit qu'il faut réduire les dividendes, certains disent ça, c'est à la fois réduire les capacités financières de l'État, et c'est à la fois réduire l'intérêt d'investir dans une entreprise pour l'actionnaire. Tout à fait.
Tout à fait, Marc. Et c'est vrai que le dividende en France est l'otage d'un débat politique. On pense d'ailleurs que les actionnaires s'enrichissent avec les dividendes. Mais vous le savez tous, c'est pas... C'est une vision de l'esprit. Quand Orange détache son dividende, le titre perd la valeur du dividende. Donc en fait, distribuer un dividende, c'est pas enrichir indûment un actionnaire, c'est lui permettre automatiquement de récupérer une partie de son argent. Et vous savez tous qu'en plus, l'actionnaire, une fois qu'il touche son dividende, souvent il va le réinvestir. Dans votre fonds d'actionnariat salarié, votre dividende est réinvesti. Toute une série d'actionnaires individuels, quand on leur propose de toucher le dividende, ils le réinvestissent. Il y a même des entreprises qui proposent de verser les dividendes en actions. Une information, je ne sais pas si vous l'avez, mais je ne sais pas si nos auditeurs l'ont. Dans le cas particulier du fonds commun de placement Orange Action, on a créé des parts dites de capitalisation, c'est assez classique, mais on a aussi des parts de distribution. Et donc en fait, un actionnaire salarié qui souhaite, pour une partie des dividendes qu'il reçoit, être fiscalisé dessus, le recevoir en fait en argent, et même s'il est fiscalisé à 30%, comme on le disait tout à l'heure, ou plus, il peut faire ce choix. Et donc c'est un choix personnel. Tout à fait. Et je sais que c'est un combat que j'ai mené longtemps en disant, le fonds commun de placement, finalement, quand il réinvestit, son intérêt direct, collectif. Mais l'intérêt individuel, en fait, il est oublié. Et j'ai toujours préféré, pendant des années, j'ai tout fait pour que les porteurs de parts puissent choisir eux-mêmes librement de leur intérêt fiscal propre. Exactement. Voilà. Et bien évidemment, ça ne concerne que 7% des salariés qui font ce choix-là. Mais c'est 7% de gens qui sont libres de faire ce choix. Oui. Et c'est vrai qu'on a tous des sujets d'épargne différents, des cycles de vie différents, des cycles de besoins différents. Et c'est une grande force d'avoir ce genre de choix. C'est pour ça que nous, quand on a vu ce débat sur les dividendes, faut-il inciter les entreprises à réduire les dividendes avec la crise, on s'est dit, non, pas forcément. Il y a d'autres moyens de traiter ces sujets-là. Et ce n'est pas en s'immisçant dans le fonctionnement de l'entreprise qu'on trouvera la meilleure solution. Voilà. Donc voilà la photo globale sur les grandes entreprises du CAC 40. Et c'est très clair. En moyenne, il y a 70% de la richesse qui va aux salariés sous forme de salaire et de compléments. Il y a 20% qui va aux États sous forme de fiscalité, et il y a 10% qui va aux actionnaires. Alors, vous me direz peut-être, oui, mais chez Orange, qu'est-ce que ça donne ? Et c'est une vraie bonne question. Et d'ailleurs, sur le dividende aussi, c'était aussi un choix, la réduction du dividende, c'était un choix aussi qui avait été fait dans d'autres entreprises également. Donc, bien sûr. On regarde la partie purement économique, mais effectivement, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, avant d'arriver au cas d'Orange, je vais vous présenter 2 dernières photos sur la situation française, et puis on glisse très rapidement sur Orange. On l'a dit, il y a une crainte sur le partage des bénéfices créés par les entreprises. Et périodiquement, certains disent tout pour les actionnaires, rien pour les salariés. Et ce n'est pas forcément le cas. Et ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est une lecture qui est très... qui est compréhensible. Chacun a ses inquiétudes, mais quand on regarde les chiffres, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Là, je vous ai mis une comparaison entre 2008 et 2019, entre les rémunérations des salariés et les dividendes. Pourquoi j'ai pris ces 2 années ? Ce n'est pas anodin. C'est parce que 2008, c'était le pic, le précédent pic, et 2019, c'est malheureusement le dernier pic, puisqu'on est rentré en crise. 2009, c'est une année de crise. 2020, c'est une année de crise. Donc, on fait très attention à l'Institut à faire ce genre de comparaison pour comparer des comparables. On va comparer des carottes et des carottes, ou des pommes et des pommes, mais pas des pommes et des carottes. Des pics avec des pics. Des pics avec des pics. Et quand on regarde pic à pic, alors c'est un hasard chiffré, mais vous voyez, pic à pic, les dépenses de personnel et les dividendes ont évolué quasiment de la même façon. Pour 100 de dépenses de personnel ou de dividendes en 2008, il y a 128 de dividendes en 2019 et 124 de dépenses de personnel. Alors si on veut être tatillon, on peut dire qu'il y a légèrement plus pour le dividende. C'est vrai, de point à point. Mais si vous êtes salarié sur toute la période, ce qui compte, c'est ce qu'il y a sous la courbe. Parce que ça vous fait
une belle jambe d'avoir eu une rémunération qui augmente très vite la dernière année s'il était moins importante les années précédentes. Et de courbe à courbe, de point à point, on voit très bien que les salariés n'ont pas été lésés sur cette période-là. Parce qu'ils ont eu une rémunération beaucoup plus stable qui a progressé régulièrement alors que les dividendes ont subi des à-coups. Et puis autre photo que je vous propose, parce qu'on vous dit, bon d'accord, pas de problème avec les actionnaires, mais les dirigeants, c'est un vrai problème. Donc on s'est amusé aussi à l'Institut à regarder quelle était l'évolution. Pareil, en prenant des périodes comparables, le pic de la rémunération des dirigeants, qui est en l'occurrence en 2006, puisque les dirigeants avaient baissé leur rémunération dans le CAC 40, en amont de la crise, et 2019. Et là, la photo est très claire. Les dépenses de personnel ont progressé très régulièrement, les dépenses des dirigeants ont progressé moins vite et se sont adaptées en fonction des crises, des chocs qu'il y a eu à l'époque. Bon. Et elles n'ont pas rejoint 2006. Elles n'ont jamais rejoint. Elles n'ont jamais rejoint 2006. Ouais. Donc on voit très bien qu'il n'y a pas de question de progression des rémunérations des dirigeants plus élevée que celle des salariés. Et je vous ajoute en plus, normalement, d'un point de vue économique, ce sujet, ce n'est pas un sujet de partage de la valeur ajoutée. Les rémunérations des dirigeants des entreprises du CAC 40, c'est 0,07% des dépenses de personnel. C'est 1400 fois moins que les dépenses de personnel. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et on comprend tout à fait qu'il y a un débat sur la rémunération des dirigeants. C'est bien normal. Il est tout à fait normal, mais d'un point de vue factuel, ce débat n'est pas à confondre avec le partage de la valeur ajoutée. Les dirigeants captent une part infinitésimale du partage de la valeur ajoutée. Voilà. Alors, ça, c'était le constat sur le CAC 40. Voyons ce que ça donne sur Orange. Donc, concrètement, toutes les données qu'on a, comme sur toutes les entreprises, viennent de vos rapports annuels. Les rapports annuels, absolument. Oui. On a regardé d'abord ce qui revient aux salariés. Donc, on est à peu près à 9 milliards revenant aux salariés, avec le même partage. Oui, l'essentiel, c'est de la dépense de personnel. Vous avez pas mal d'épargne salariale et d'actionnariat salarié. C'est quelque chose de significatif. Quand on regarde la série, on peut croire d'ailleurs que les dépenses de personnel baissent. Si vous regardez 2016, on est à 8,5 milliards. Si vous regardez 2019, on est à 8,2 milliards. Alors, j'invite ceux qui ne seraient pas familiers des comptes d'Orange à faire attention. C'est pour ça qu'on a mis un petit aparté, parce que vous avez un accord temps partiel senior qui a généré beaucoup de provisions dans les années précédentes. Et aujourd'hui, il y a plutôt des rappels de provisions. Donc ça a déformé la série. En fait, il n'y a pas de baisse de dépenses de personnel proprement dit. C'est un effet d'optique qui est lié à un accord qui a naturellement été provisionné à un instant T, peut-être provisionné de façon très, très précautionneuse, et qui peut laisser croire en première lecture qu'il y a une dégradation du partage en faveur des salariés. On a regardé aussi ce qui revient aux États, avec nos 3 couches de fiscalité, et on voit qu'en moyenne, il y a 1,8 milliard d'impôts de production. Et en moyenne, 1,2 milliard d'impôts sur les sociétés. Et notre estimation, à peu près 400 millions de fiscalité sur les dividendes que vous distribuez. Bon. Alors ça c'est important, on va y revenir, parce que vous avez vraiment chez Orange une fiscalité de production très élevée. Qui est importante au regard de notre activité. Ouais. Qui est structurelle. Ouais, qui est structurelle, et ça a des conséquences. On y reviendra, ça a notamment des conséquences sur la rémunération des salariés. C'est pas intuitif, parce qu'on croit que c'est l'entreprise qui paie l'impôt, mais l'entreprise, c'est un ensemble. Comme le dirait Harari, c'est une fiction sociale. Elle redistribue bien à quelqu'un. Donc, ou c'est l'actionnaire qui va payer cet impôt, ou c'est le consommateur qui va payer cet impôt, ou c'est le salarié. Et selon chaque entreprise, selon la réalité de son marché, le résultat est plus ou moins différent. Ouais. Je vous fais une caricature. Si vous êtes un GAFA, vous êtes un gros GAFA américain, quand on rajoute des impôts de production en France, c'est ce qu'on a fait avec la taxe GAFA,
vous le passez au consommateur. Et si vous ne connaissez pas le consommateur directement, par exemple vous êtes Amazon, vous le passez à votre partenaire français qui vend sur votre marketplace, qui va le repasser à son consommateur. Et hop, vous n'avez rien payé de l'impôt. Par contre, si vous êtes... alors je vais prendre un autre exemple caricatural. Si vous êtes Bridgestone à Béthune, là, Bridgestone à Béthune, on sait tous que c'est une entreprise qui risque de fermer. Ils ont fait 5 milliards de déficit en 2018. Ils avaient payé 7 milliards d'impôts de production avant. Donc, mécaniquement, c'est l'impôt de production qui les a mis dans le rouge. Et eux, ils ont cherché à repasser l'impôt de production à leurs clients, mais ils sont sur un segment où... Un peu de concurrence. Hein, beaucoup de concurrence. Ils ont cherché à repasser l'impôt de production à leurs actionnaires, mais l'actionnaire japonais a dit, attendez, j'ai des usines partout, il n'y a pas de raison que j'assume l'impôt de production français. Et puis ils ont cherché à repasser l'impôt de production à leurs salariés, comme la plupart des entreprises qui ont un problème de fiscalité. Et puis à la fin, ça craque, et il y a une question sur le devenir de l'entreprise. Voilà, donc quand on regarde global, le partage de la contribution sociale et fiscale des entreprises, chez Orange, c'est 65% pour les salariés, c'est 25% pour les États, et c'est 10% pour les actionnaires. Clairement. Les actionnaires, ils sont servis exactement comme les actionnaires des entreprises du CAC 40. Le vrai sujet, c'est la relation salarié et État. Pourquoi ? Parce que, finalement, dans la création de richesse, il y a 5 points en moins qui revient aux salariés, et il y a 5 points qui revient en plus aux États. Et ça, c'est pas anodin. Et pour nous, c'est le premier constat qu'on veut vous proposer. Chez Orange, quand on regarde les comptes monde, il y a plus pour les États et moins pour les salariés. Alors ça, c'est assez conforme à une théorie qu'on a en tant qu'économiste, qui est la théorie de l'incidence fiscale. Alors, si vous me permettez, on va en parler un peu. Je veux bien, parce que je m'en souviens plus vraiment. Voilà. On a tous en tête des visions juridiques de la fiscalité. On vous dit, il y a la fiscalité sur les ménages, elle est payée par les ménages. On vous dit, il y a la fiscalité sur les entreprises, elle est payée par les entreprises. Et on oublie tous que tout est pour eux. La fiscalité, elle ruisselle. Comme vous le disiez tout à l'heure, si vous êtes une entreprise, vous avez besoin, si vous êtes fiscalisé plus, de transférer la fiscalité à quelqu'un d'autre. La fiscalité, pour prendre une image, c'est un gros match de rugby. Vous avez votre balle et vous la passez dans un sens ou dans l'autre, et ça modifie le résultat. Alors, c'est pas moi, Nicolas Marquez, Institut Molinari, qui a inventé ça. Et à l'écran, vous voyez un papier, pour ceux qui ont du temps de lecture, qui est génial, de Laurent Simula et d'Alain Tranoï, dans la Revue française d'économie, qui expliquait ça il y a une dizaine d'années, même une vingtaine. Il faut s'intéresser à l'incidence fiscale. L'impôt, on sait où il commence, mais on ne sait jamais réellement jusqu'où il va aller et qui va le payer. Et donc, il faut regarder ce ruissellement, sinon on risque de dire n'importe quoi en fiscalité. Alors, le premier qui a fait ça, c'est Jean-Baptiste Say, à la fin des années 1820. Jean-Baptiste Say, chez les économistes, est intéressant parce qu'il a décrit d'abord le 19e siècle, un 19e siècle passionnant, et puis il était aussi industriel. Et il écrivait « L'impôt que le producteur est obligé de payer fait partie de ses frais de production. » Quand vous êtes chef d'entreprise, vous savez que vous allez payer de l'impôt. Et donc, vous vous posez tout de suite la question, comment vais-je le passer à mon voisin ? Et le voisin standard, c'est le client. Et donc, Jean-Baptiste Say ajoutait, comme le chef d'entreprise ne peut continuer à produire que s'il assume tous ses frais, il faut bien qu'il augmente les prix de vente de ses produits et qu'il fasse supporter au moins une partie de l'impôt à ses consommateurs. Ça, c'est la base. Et donc, plus vous avez plus de fiscalité, plus vous avez tendance à l'augmenter aux consommateurs ou aux partenaires. Quand on regarde vos rapports annuels, d'ailleurs, c'est très bien décrit au sujet des impôts de production et notamment des partages de tarifs avec d'autres opérateurs qui utilisent votre réseau, puisqu'il faut bien sûr leur reporter la fiscalité que vous supportez. Mais en termes de fiscalité, l'aspect le plus intéressant, c'est 1960. C'est Arnold Labergère, qui est un vieux monsieur,
qui a dit, et c'est très juste, dans certains cas, l'entreprise elle ne peut pas passer l'impôt à ses consommateurs, notamment dans les mondes très concurrentiels. Et donc là, elle va chercher à passer l'impôt à l'actionnaire, s'il veut bien assumer, et au salarié, s'il veut bien assumer. Et Arberger dit, qui va payer? Ça dépend de la force de tout le monde. Si le consommateur est fort, il ne paiera pas l'impôt. Si l'actionnaire est fort et mondialisé, il ne paiera pas l'impôt. Et souvent, c'est le salarié qui est le moins fort. Parce que lui, il n'est que sur un marché. Il n'est pas mobile. Vous ne pouvez pas dire désolé, les impôts sont trop élevés en France, je vais en Irlande. Une entreprise peut le faire. Nous, en tant que salariés, on n'a pas cette capacité-là. Ne serait-ce parce qu'on a le blocage de la barrière linguistique. Et en tant que consommateur, on peut aussi changer. En tant que consommateur, on peut changer. Donc l'actionnaire, finalement, il est très mondialisé, il peut changer. Il peut dire, j'arrête d'être actionnaire chez vous. C'est très facile. Le consommateur, c'est aussi très facile. Le salarié, c'est plus complexe. Et donc, dans cette situation-là, dans la situation française, mais finalement, on peut raisonnablement penser que l'impôt sur les sociétés et aussi l'impôt de production, il est très fortement payé par le salarié. Alors, pas immédiatement. C'est pas parce que l'impôt sur les sociétés ou l'impôt de production augmente qu'on va vous baisser votre salaire. Mais il est payé dans le temps, parce que vous avez moins d'augmentation. Il faut se battre plus pour avoir les augmentations. Vous avez moins de participation, moins d'intéressement, moins d'actionnariat salarié, il faut se battre plus. Bien qu'on ait vu que ça progresse. Bien qu'on ait vu que ça progresse. Mais c'est du boulot derrière. Ou alors on déplace ce sujet en faisant son coût salarial est à un tel niveau qu'on prend des sous-traitants qui sont un peu moins chers. Exactement. Ou on offshoreise un certain nombre d'activités pour payer ces impôts de production, par exemple. Et donc quand on regarde concrètement votre rubrique impôt, il y a 1,8 milliard d'impôts de production. Ça représente 28% du résultat avant impôt. C'est très significatif. On a tous des métriques. L'impôt sur les sociétés, il va descendre à 25%. Vous avez 28% d'impôt de production sur le résultat. C'est un sujet beaucoup plus important que l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés représente 1,4 milliard chez vous. Les impôts de production, c'est 1,8 milliard. Et par rapport au reste du CAC 40, on voit bien, vous avez plus d'impôts de production et plus d'impôts sur les sociétés. Alors, à droite, je vous ai mis une petite présentation un peu provo, mais qui est celle que fait le gestionnaire. Quand vous additionnez vos impôts de production et vos impôts sur les sociétés, ils sont égaux au résultat après impôt. Chez Orange, pour 1 euro de résultat après impôt, il y a 1 euro de résultat avant impôt. D'accord. Intéressant. Donc en fait, votre fiscalité, c'est 50% des résultats. Plutôt, il y a autant. Non, c'est 100% en fait. C'est 100%, c'est pas 50%. Oui, c'est ça. En fait, tout est consommé. Tout est consommé. L'entreprise moyenne, c'est 50. Chez vous, c'est 100. Il y a autant d'impôts que de résultats après impôt. Alors, pourquoi vous êtes là ? D'abord, un petit rappel, on est les champions des impôts de production en France. Là, je vous ai mis une courbe avec la fiscalité de production dans toute l'Europe en points de PIB. Alors, et puis, on a déduit les subventions de production. Parce que de temps en temps, on dit, ouais, il y a beaucoup de fiscalité, mais il y a beaucoup de subventions. En fait, ce qui compte, c'est de regarder les choses nettes. On voit tous les pays en vert, la moitié des pays européens, ils subventionnent la production. On voit les pays rouges qui sont en fait nos pays. Et là, il y a une fiscalité très très significative. Et après, je vous ai mis une approche sectorielle avec toute la liste des impôts de production. Vous en avez 109 milliards d'impôts en brut. Ouais. Et chez vous, vous émargez un peu à tous les niveaux. Il y a la taxe, il y a l'IFER, qui est le plus important. Il y a 1,3 milliard d'IFER en France. Alors, c'est vous, les autres opérateurs. Enfin, en clair, pour ceux qui ne connaissent pas l'IFER, c'est plus vous fabriquez des réseaux, plus vous payez l'impôt. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Plus vous investissez en réseau pour accompagner le développement du territoire, parce que finalement, notre mission, elle est un peu là, plus on paye d'impôts. Avant le premier euro de chiffre d'affaires, d'ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que vous avez un pylône, vous avez une borne, vous avez un émetteur 2G, un IFER. Vous avez sur le pylône de la 3G, un peu plus d'IFER. Vous avez de la 4G, encore plus d'IFER. Vous avez de la 5G,
À chaque fois que vous rajoutez quelque chose, que vous faites un investissement, vous payez. Il y a aussi l'imposition sur les pylônes en France. Vous voyez, c'est 300 millions, c'est une recette de poche pour l'État, mais ça s'ajoute. Après, il y a les redevances sur les fréquences. Oui, c'est ça. 300 millions de plus. C'était l'actualité récemment, d'ailleurs. Exactement. Après, il faut financer France TV. Et il faut financer le CNC. Donc, quelques dizaines de millions en plus. Donc, en fait, vous, de par votre business model, vous êtes appelé à contribuer à tous les niveaux. Et on voit très bien, il y a très peu d'entreprises qui paient plus que vous. Je vous ai mis à droite quelques cas d'entreprises qui extériorisent leurs impôts de production dans leur rapport annuel. Il y a une grande banque, Société Générale, qui paie 21% d'impôts de production par rapport à son résultat avant impôt. Il y a Bouygues, 25%. Il y a Vinci, 20%. Vous êtes à 28%. Il y a pire que vous, c'est vos collègues d'Engie, parce qu'ils ont le même sujet que vous. Ils ont un réseau. Ils ont un réseau, ils ont un réseau avec beaucoup d'immobilisation et donc beaucoup de fiscalité de production. Et ça, clairement, cet impôt de production, mais comme on se le disait, il faut le faire payer par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est le salarié. Si vous êtes sur un marché très mondialisé, très concurrentiel, c'est difficile de le faire payer par le consommateur. En France, on sait que les tarifs des télécoms sont l'objet d'une surenchère baissière. C'est très difficile de faire payer par le client. C'est très difficile de faire payer par l'actionnaire, y compris par l'actionnaire français, qui est très demandeur, l'État français. Et donc, concrètement, la solution, quand vous êtes entreprise, c'est de faire attention à tout. À toutes vos charges, y compris à vos charges salariales. Alors, pour autant, quand on regarde ce qui se passe, on voit que chez vous, et c'est le deuxième constat que je vous propose, il y a une baisse des marges, mais pour autant, les salariés, on ne peut pas dire que les salariés sont pénalisés. Alors, photo, on va regarder le chiffre d'affaires. Alors, je l'ai mis en base 100. En base 100 à partir de 2010. À partir de 2010, parce que avant, pour des raisons de présentation comptable, je n'avais pas tous les éléments, je ne pouvais pas tous les comparer. Donc, le chiffre d'affaires, passé de 100 en 2010, il a baissé avant de légèrement remonter et il est maintenant à 93 en 2019. C'est toujours une vision monde. En vert, vous avez les bénéfices. Donc ils ont beaucoup fluctué. Et donc, ils sont passés de 100 à 66. Ils ont baissé d'un tiers en faisant des effets de montagne russe qui sont très traditionnels. En rouge, vous avez les dividendes. Et on voit une chose intéressante, c'est que les dividendes ont baissé. Ils ont la même forme que le bénéfice, avec un temps de retard qui est traditionnel, puisqu'on distribue les bénéfices de l'année d'avant. Et en jaune, vous avez l'intéressement à la participation. Et là, c'est aussi intéressant parce que c'est quelque chose de très résilient. En fait, de par vos formules, de par vos accords d'entreprise, vous amortissez les chocs. Et ça, quand on est salarié, on peut que s'en féliciter. Ça, c'est la première photo. Donc, pour vous dire que finalement, on ne peut pas dire que les actionnaires captent une part de plus en plus grande des bénéfices. C'est pas vrai. Et l'intéressement en participation joue son rôle d'amorteur. Deuxième aspect, je vous ai à nouveau mis les bénéfices de l'ensemble du groupe, les dépenses de personnel. Donc on voit, sans avoir même retraité votre accord de temps partiel qui... oui, c'est ça, il est inclus dedans. C'est inclus. Vous avez deux périodes d'accord, en fait. Là. Voilà. On voit bien. On voit bien que, en fait, les bénéfices ont chuté, mais pas les rémunérations. On ne peut pas dire qu'Orange est une entreprise qui sacrifie sa masse salariale. On voit, et ça c'est un facteur d'inquiétude, que la fiscalité de production augmente. Et on voit qu'elle augmente globalement assez régulièrement. Elle est passée de 100 à 107 et qu'elle ne s'est jamais dégonflée comme votre rentabilité, comme vos bénéfices. Et ça, c'est un des vrais problèmes avec la fiscalité de production. Vous l'aviez dit tout à l'heure, mais la fiscalité de production, elle est beaucoup plus gênante que l'impôt sur les sociétés. Quand le bénéfice disparaît, l'impôt sur les sociétés disparaît. Et ça, c'est vertueux. Ça veut dire qu'on ne va pas demander à une entreprise qui fait moins de bénéfices de payer autant d'impôts qu'avant. Ça va l'aider à surmonter les difficultés qu'elle a
qu'elle soit conjoncturelle ou propre à son business model. La fiscalité de production, celle que vous supportez, elle ne se dégonfle pas quand vos bénéfices se dégonflent. Et ça, c'est embêtant, parce que ça veut dire que ça vous amène à investir moins, à moins bien rémunérer, à moins augmenter votre masse salariale, et ça obère votre développement à long terme. Alors, le cas particulier d'Orange fait que sur cette période-là, en plus, c'est une période de très fort investissement. Tout à fait. Donc en fait, la capacité à réduire l'investissement, en plus, n'était pas là, parce que pour des opportunités d'évolution de l'entreprise, des opportunités industrielles, il fallait investir dans la fibre, il faut investir dans la 4G, il faut faire un certain nombre d'achats externes, et puis il y a à entretenir des réseaux qui coûtent très très cher et tout le temps. Donc voilà, donc en plus cette capacité qu'ont des entreprises ordinaires à réduire leur investissement, Orange l'a pas, et dans cette période a même plutôt augmenté son investissement. Vous avez tout à fait raison, Marc. Fort heureusement, une grande partie de l'investissement passe par de l'endettement. Et c'est une souplesse importante. KBC. Néanmoins, c'est quand même un sujet d'avoir cette fiscalité, qui est quasiment une exception franco-française. Tout à l'heure, on voyait que la Suède a plus d'impôts de production que nous. Mais ils financent en protection sociale comme ça. Donc, ils ont moins de charges sociales. Nous, on a beaucoup d'impôts de production, beaucoup de charges sociales. Et dernier élément, l'impôt sur les bénéfices, vous voyez, il s'adapte plus à la conjoncture, avec un temps de retard. Mais il baisse quand les bénéfices diminuent. Pourquoi il y a des temps de retard? Parce qu'il y a des systèmes de provision ou autres qui font que ça décale dans le temps. Mais d'un point de vue économique, cet impôt sur les bénéfices, en orange, il est beaucoup moins nocif que l'impôt de production en rouge, parce que l'impôt sur les bénéfices diminue quand il y a moins de bénéfices. Il s'adapte à la conjoncture. Il est adapté à la... Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'une entreprise qui n'est pas du tout votre cas, mais une boîte typique comme Bridgestone Béthune, sa fermeture, c'est la courbe en rouge. Ils ont payé en 2018 7 millions d'impôts de production alors qu'ils faisaient 5 millions de pertes. Ouais. S'ils avaient eu une fiscalité qui s'adaptait aux résultats, ils auraient payé 0 d'impôts et ils auraient fait 2 millions de gains. Donc c'est typiquement la fiscalité de production qui les a mis en rouge. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'on voit en regardant nos comptes, bilans, nos comptes. Et en les comparant au reste des entreprises du CAC 40. D'ailleurs, ça me permet de dire d'ores et déjà que vous avez pu travailler aussi avec Olivier Desestaves pour nous présenter ces études. Donc merci Olivier. Merci Olivier. Des éléments très intéressants, Marc, avec... D'abord, merci, parce qu'effectivement, vous avez adapté votre présentation au cas particulier d'Orange, qui est en plus lui-même un cas particulier dans l'ensemble du système français. Et je pense que vous avez bien montré l'intérêt de cette présentation. Peut-être qu'on peut, vous l'avez zoomé un tout petit peu, ce que sont les impôts de production. Oui. Mais peut-être que pour nos collègues, il est bon de les décrire. Alors, l'IFER, je pense que quand on est dans le monde des réseaux, on sait ce que c'est une taxation du réseau en tant que tel. Mais on est aussi une entreprise qui a beaucoup d'établissements, qui a beaucoup d'équipements techniques dans beaucoup de bâtiments, et donc il y a la fiscalité foncière, qui d'ailleurs alimente, la fiscalité foncière alimente la contribution sur la valeur ajoutée, la CVAE, que payent les entreprises. Et chez Orange, la CVAE, c'est plusieurs centaines de millions par an, et ça ne bouge pas, d'ailleurs. C'est quelque chose qui ne bouge pas, parce que notre réseau, on ne peut pas le bouger. Voilà. Donc il y a d'autres exemples peut-être que vous pourriez citer dans les... Bien sûr. Alors là, vous avez la liste standard. Tout à l'heure, j'avais mentionné, en soulignant en rouge, ce qui était spécifique. Mais vous avez tout à fait raison. La première source d'impôt de production, c'est le foncier. C'est 34 milliards d'impôts de production en France sur le foncier. Et tout le monde en paye. D'ailleurs, les cliniques en paient, les hôpitaux... voilà. Après, vous avez la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, c'est 14 milliards. Vous avez des taxes sur les salaires, aussi, parce que les entreprises qui ne sont pas assujetties aux bénéfices sont assujetties à la taxe sur les salaires. Alors ça ne vous concerne pas. Mais par exemple, les hôpitaux payent de la taxe sur les salaires. Ils ne font pas de bénéfices, mais ils doivent payer de la taxe sur les salaires. Et donc, bien sûr, ça renchérit leur coût de fonctionnement. Vous avez un versement transport. Alors ici, on est à Paris. Le versement transport, c'est 2,95% de la masse salariale. Alors, si vous regardez vos fiches de paie, on prend quasiment 3% du salaire brut
pour financer le réseau. Alors ça, bien sûr, c'est des choses qu'on ne voit pas, c'est payé par votre employeur, Orange, mais bien sûr, c'est intégré économiquement. À la fin, c'est vous qui le payez. Hein. On a aussi le forfait social. C'est bien qu'on en parle, parce que le forfait social, c'est une taxe qui a été créée au motif que l'épargne salariale aurait un traitement trop favorable. Trop favorable. Qui était à 2% au début. C'était au 2%, c'est à 20% au taux plein maintenant. Et bien sûr, on a très bien vu que les employeurs, quand ils ont vu ça au début, il y avait des accords, ils ne les ont pas révisés, mais une fois que les accords sont arrivés à échéance, ils ont intégré le forfait social dans leur calcul. Donc typiquement, c'est un impôt qui est payé par l'employeur, mais à la fin, il est payé par le salarié, qui a moins d'intéressement, qui a moins de participation. La loi Pacte permet de le réduire. Justement. Oui, dans certains cas. Dans certains cas. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Et on le réduit à 10. Il n'est pas à 0. Voilà. Nous, notre vision, c'est qu'on est déjà dans un pays où il y a une fiscalité traditionnelle très développée et qu'on n'a pas besoin, en plus, de développer des petits impôts comme ça. Là, vous en avez plein dans la liste, qui font qu'on n'y comprend plus rien et qu'il y a des effets de bord partout. Dans la liste, par exemple, vous avez une TVA sur les subventions. 500 millions. Alors, c'est anecdotique, mais il suffit juste de donner moins de subventions. Et ça disparaît. Et vous supprimez la TVA et vous supprimez une ligne de plus et un surcoût administratif de plus. Voilà. Ça, pour caricaturer, je dirais que c'est la fiscalité de l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, l'impôt le plus connu, c'est l'impôt sur les portes et fenêtres. On regarde ce que l'entreprise a dans son patrimoine, ce qu'elle utilise, et on taxe. Après l'Ancien Régime, on a appris à faire des calculs plus intelligents. Et en termes de fiscalité, le calcul le plus intelligent, c'est 1960, c'est la TVA. La TVA a été inventée en France pour supprimer tous ces impôts de production. Parce qu'on savait tous qu'ils étaient distortifs dans tous les sens et qu'ils s'additionnent. Chez vous, vous avez tout. Vous avez l'impôt traditionnel plus l'impôt spécifique. Et ça bloque des business models, ça bloque des secteurs d'activité. Et l'idée de Maurice Lauré, le créateur de la TVA, c'était de se dire, on va arrêter de faire des biais. La TVA, on l'a fait pour tout le monde. Chaque entreprise paie la TVA à son stade. Et on arrête de faire des biais, on arrête de faire des particularités. Le drame français, c'est qu'on a pris la TVA. D'ailleurs, on l'a proposé à toute l'Europe. Mais on a gardé nos impôts de production. Et donc, ça, l'impôt de production, vous voyez, tel que décrit, c'est la couche de fiscalité avant TVA. Et j'aime à dire, et ça résume bien la société française, c'est qu'on a deux TVA. On en a une visible, la TVA, on est tous au courant qu'on la paye, et on en a une autre pas visible, celle-là, ce maquis fiscal que vous voyez à l'écran, qu'on paie tous. Et qui n'est pas sur le ticket de caisse. Qui n'est pas sur le ticket de caisse. Il y a un problème de transparence. Alors peut-être des questions de la salle ou... Non. Si. Petite question. Alors. On va faire le point sur les questions que nous avons reçues, mais qui, au fur et à mesure, et c'est ce qui nous permet de dire que le débat était clair et particulièrement construit, puisque, effectivement, les questions... Oui. Alors, il y a une question, peut-être que je vais la lire, mais on y a répondu. Les débats économiques récents ont mis en cause le niveau des impôts de production en France pour expliquer délocalisation et recul du poids de l'industrie dans le PIB. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Quand on regarde le partage de la valeur ajoutée dans l'industrie, on voit qu'on a des impôts de production beaucoup plus élevés. On voit qu'on a des salaires légèrement moins élevés que nos voisins, notamment que l'Allemagne, parce que les salariés ont une part moins importante du partage de la valeur ajoutée. Normal, l'État s'est servi avant, il a pris un peu plus. Et on voit que les résultats, les bénéfices, sont bien moins élevés qu'ailleurs. Et donc ça vous pousse, en tant qu'actionnaire, en tant qu'entrepreneur, à investir plus à l'étranger qu'en France. Donc le coût de cette fiscalité de production, qu'on peut voir comme une recette. Et c'est vrai qu'à l'instant T, c'est une recette. Mais c'est une recette très coûteuse. Parce qu'en fait, vous consommez votre développement futur, vous le limitez. Tout à fait. Alors ce qui est peut-être intéressant, c'est de se souvenir que sur cet impôt de production, vous avez fait des catégories qui sont des catégories État. Là, on parle à des Français. On sait très bien que l'État, c'est un grand bloc. En fait, c'est plutôt la puissance publique au sens global, que ces impôts sont redistribués après ou collectés d'ailleurs
par les collectivités locales aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'impôt de production, quand il s'agit du foncier ou de la CVAE, pour l'essentiel redescend vers les collectivités locales et ça alimente leur propre stratégie d'investissement ou de correction d'ailleurs du propre effet de cet impôt. C'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'ils réclament plus d'impôts de production pour compenser socialement les effets sociaux des impôts de production. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est typique de ce que demande, on reprend le fabricant de pneus. La collectivité locale va devoir compenser socialement les effets de ses propres décisions et de son propre intérêt à court terme. Tout à fait. Et ça, c'est assez surprenant quand même que tout le monde soit conscient, parce que collectivité locale, État, fiscalité, Bercy, économistes ou quelques personnes qui regardent, tout le monde est parfaitement conscient de ça. Tout à fait. Mais pour autant, on continue de s'embarquer dans ce sujet. Alors là, on a effectivement peut-être une lueur d'espoir dans un message qui a été passé par Bercy il n'y a pas très longtemps, qu'il fallait regarder les impôts de production. Mais est-ce qu'on va aller dans les faits à un assainissement en fait, du flux, parce que c'est une histoire de flux tout ça. Est-ce qu'on va aller vers un investissement, enfin une solution plus pérenne qui permet d'éviter tous ces coûts, parce que finalement, on fait toujours payer à l'autre les conséquences de ses propres décisions. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde le cas de Béthune, qui a fait toute l'actualité, on a vu les représentants de collectivités locales. Nous, à l'Institut, on aurait aimé les entendre en amont dire mais il faut démanteler cette fiscalité de production parce qu'elle va tuer de l'emploi. Et c'est vrai qu'il y a un biais. Quand vous êtes représentant d'une collectivité locale, vous préférez taire ce que je viens de vous dire et venir pour dire je vais distribuer une subvention. Et donc en France, on a créé beaucoup d'impôts de production, un petit peu de subventions pour essayer d'amortir ça. En fait, on l'amortit mal, puisque chez nous, la balance, il y a plus d'impôts, bien plus d'impôts que de subventions. Il y a des pays où la subvention est plus importante que l'impôt. Nous, c'est l'inverse. Et on traite jusqu'à présent mal ce sujet. Alors, il y a une petite lueur d'espoir. Le gouvernement actuel s'est engagé à baisser les impôts de production de 10 milliards. C'est une belle nouvelle, mais il y a 109 milliards d'impôts de production. Voilà. Et quand on zoome sur les entreprises, si on voulait revenir au niveau moyen de nos voisins européens, il ne faudrait pas une baisse de 10 milliards, mais il faudrait une baisse de 35 milliards. Donc on voit très bien que ce sujet, il n'est pas traité, notamment parce que les collectivités locales ont peur de perdre leurs recettes. Alors quand on se met du côté de la collectivité, on comprend leurs craintes. Ah bah c'est clair. Parce qu'ils ont déjà perdu les recettes de la taxe d'habitation. Ils aimaient bien la taxe d'habitation parce que c'était eux qui avaient la main dessus. On leur a remplacé par une indemnisation de l'État, mais ils savent très bien que c'est très difficile de négocier avec l'État. Et donc, les impôts de production, c'est devenu le truc à défendre pour toute une série de représentants des collectivités locales, alors que ça tue le développement de l'économie dans les territoires. C'est pour ça que nous, on pense qu'il faudrait faire une solution à l'allemande ou à l'espagnole, en partageant l'IS, l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les sociétés, avec les collectivités locales, ou en partageant la TVA avec les collectivités locales. Il faut cesser de financer les collectivités locales avec des choses qui tuent l'emploi dans les territoires. Et qui empêchent les usines d'arriver. Enfin, voilà. Eh bien, pas d'autres questions pour le moment. On va traiter, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les questions a posteriori également. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, sûrement certains ont pensé qu'il était très très technique. Alors moi-même, je suis très content qu'on puisse le revoir en replay. Comme ça, on va pouvoir digérer aussi toutes ces informations que vous avez de manière très didactique, je dois dire, transmis cet après-midi. Vous savez qu'à Lasgo, on essaye sur chaque AG de faire ce cycle de conférences. Et pour nous, c'est très important puisque ça permet de voir les choses sous des angles différents. Et là, c'était sous un angle économique, de partage de la valeur, et avec, je vous remercie encore, tout ce travail que vous avez pu faire d'analyse sur Orange et de comparatif avec d'autres entreprises. Donc, merci beaucoup. Voilà, nous arrivons... À moins qu'il y ait eu d'autres questions de la première partie qui restent, sur lesquelles je pourrais éventuellement, au pied levé, répondre, pour les questions qui seraient plus compliquées. Bien évidemment, on vous répondra par mail, mais s'il y en avait une ou deux mémoires, je pourrais arriver à y répondre. Je veux bien m'y engager. Je vous rappelle que toutes les questions que vous auriez pu poser à Stéphane Richard, qui est absent, je m'engage à lui transmettre, bien évidemment, et
puisque nous avons vos adresses mail, vous les communiquez en retour. Alors j'ai une question qui est en train d'être affichée à l'écran papier de façon manuelle, et je remercie Marianne pour ce travail. On a évidemment toute une équipe technique avec nous, d'ailleurs. Et on remercie beaucoup toutes les personnes qui ont contribué à faire cette édition digitale et qui nous permet aussi de récupérer vos questions. Alors la question, je propose de la lire. Voilà, pour le vote du 30 novembre. Pourquoi privilégier l'ASGO plutôt que les listes portées par les syndicats? Alors Marc, ça c'est une question... C'est une excellente question. Déjà, je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est excellente. D'abord, elle m'oblige à rappeler qu'effectivement, nous sommes dans une période électorale, parce que, en fait, avec ce débat, électoral interne à Orange, mais avec le débat qu'on vient d'avoir, on parlait dans d'autres techniques et dans d'autres espaces temporels. Il est important de voter pour l'ASGO, d'abord parce que nous sommes la première association totalement indépendante. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes pas dans l'obligation de signer des accords avec l'entreprise. Nous ne sommes pas dans l'obligation, comme certains syndicats historiquement, d'opposer salaire et actionnaires. Nous ne sommes pas non plus obligés d'opposer État, actionnaires, rémunération, investissement. Non, nous, notre objectif, c'est l'intérêt de l'actionnaire salarié uniquement, en élargissant ce que j'appelle la ligne de crête. Quand on est sur la ligne pour éviter les oppositions, vous avez une sorte de ligne de crête. Et nous marchons sur cette ligne de crête en espérant, quelque part, l'écraser. Et pourquoi on veut l'écraser? Parce qu'on veut que tous les intérêts se rejoignent. Et s'ils n'ont pas une montagne à monter, les intérêts se parleront peut-être un peu mieux plutôt que de s'opposer, parce qu'ils ne sont pas sur le même coteau, mais sur le même flanc de montagne. Je ne sais pas si l'image vous parle, mais c'est bien ça l'idée, c'est de casser, avec l'ASGO, cette histoire qu'on a depuis des années d'opposer le patronat et les salariés, d'opposer l'actionnaire et l'entreprise, parfois, même ça arrive, les actionnaires et les salariés. Voilà. Je pense que l'idée, c'est d'essayer de marcher dans un moment le plus long possible, le plus plat possible, vers un intérêt collectif commun, et donc d'opposer, et donc nous, on est en guerre avec tous ceux qui veulent utiliser leur capacité à faire des conflits d'intérêts, en fait, en opposant. Et je le vois souvent, j'ai souvent la possibilité, mais là, j'attends de vous et du plus grand nombre que l'ensemble de l'équipe ASGO puisse porter plus haut les couleurs de l'actionnariat salarié de façon indépendante, parce que c'est assez fatigant d'entendre que s'il y a du dividende, ça veut dire que les salaires sont baissés. On vient de vous démontrer, M. Marquez vient de vous démontrer, que les deux ne s'opposent pas, bien au contraire. Donc l'idée, c'est bien d'essayer d'arrêter ces combats stériles. Et donc, oui, il faut voter pour l'ASGO, parce qu'on est les seuls à être indépendants dans cette élection. Il y a 4 syndicats face à nous. Je vous rappelle que la directive européenne avait demandé aux États, et à la France en particulier, de changer la réglementation des fonctionnements des fonds pour éviter le risque de conflit d'intérêts. En France, on dit « Ok, on vous a entendu, mais quand même, on va laisser aux syndicats la possibilité de présenter des listes. » Voilà, donc voter pour une liste indépendante, c'est quand même plus sûr pour respecter les directives européennes qui, pour celle-là en tout cas, étaient honnêtes. Et j'espère qu'on vous aura donc démontré tous ces leviers, la contribution de l'ASGO à tous ces leviers également. Il me reste à remercier, donc je parlais de tout à l'heure de l'équipe technique qui nous a suivis et qui nous suit aussi depuis de longues années pour cette première édition totalement digitalisée et en direct. C'est un exercice voilà. Donc on espère que ça vous aura plu, qu'on aura réussi à vous tenir en haleine tout au long de cette diffusion. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Twitter, @CanalASGO, puisque le fil d'ailleurs était repris pendant cette diffusion en direct sur notre fil Twitter. N'hésitez pas à nous follower, c'est important. Nous sommes une association
indépendante. Donc notre puissance de feu, si j'ose dire, cette fameuse prise de pouvoir dont on parlait, c'est aussi à travers les réseaux sociaux. On a également une page LinkedIn qui va s'étoffer dans les mois à venir. Et bien sûr, notre site internet @asgo.org sur lequel vous avez toutes les informations et l'actualité, mais également la capacité et la possibilité d'adhérer à notre association. Vous avez compris que nous avons évidemment besoin d'un maximum d'adhésion également, donc vous pourrez retrouver ça sur la page. Bien sûr, toutes les questions, on les traitera à la suite de cette diffusion. Et puis, vous retrouvez également le replay sur la page de notre association, donc asgo.org, d'ici quelques jours, que on remette tout ça techniquement parlant sur le site. Et puis, n'hésitez pas à contact@asgo.org à nous faire part de vos commentaires et puis de vos remarques et de vos idées. Merci à tous et bon vote, puisqu'elle est en parler. Et merci à tous les membres du conseil d'administration, du bureau, d'avoir participé à l'élaboration de cet après-midi. À bientôt, merci beaucoup.